Bonsoir. Donc c'est un texte de Virginia Woolf qui est tiré de 3 Guinées. Considérons d'abord comment nous pouvons vous aider à empêcher la guerre en protégeant la culture et la liberté intellectuelle, puisque vous nous assurez qu'il existe un lien entre ces mots plutôt abstraits et ces photographies très concrètes, les photographies de cadavres et de maisons en ruine. Cependant, s'il était surprenant que vous demandiez notre opinion quant aux moyens d'empêcher la guerre, il est plus surprenant encore que vous nous demandiez de l'aide, à travers les termes plutôt abstraits de votre manifeste, pour protéger la culture et la liberté intellectuelle. Considérez, monsieur, à la lumière des faits précédemment évoqués, ce que votre requête signifie. Cela signifie qu'en 1938, les fils d'hommes éduqués demandent aux filles de les aider à protéger la culture et la liberté intellectuelle. Et pourquoi pourriez-vous demander, est-ce si surprenant? Supposez que le duc du Devonshire descende à la cuisine en disant à la servante aux joues souillées qui épluche des pommes de terre « Cessez d'éplucher les pommes de terre, Mary, et aidez-moi à interpréter ce passage difficile de Pindare ». Mary ne serait-elle pas surprise? Ne courrait-elle pas en criant à Louisa, la cuisinière, « Parbleu, Louisa, le maître est devenu fou ». C'est ce cri, ou quelque chose d'approchant, qui nous vient aux lèvres lorsque les fils d'hommes éduqués nous demandent, à nous, leurs sœurs, de protéger la liberté intellectuelle et la culture. Mais essayons de traduire le cri de la servante dans la langue des gens éduqués. Une fois de plus, monsieur, nous devons vous demander d'adopter notre perspective, notre point de vue au sujet du fonds pour l'éducation d'Arthur. Essayez de comprendre une fois de plus, même s'il est difficile de tourner votre tête dans cette direction, ce que cela signifie pour nous de garder ce fonds rempli pendant tous ces siècles, pour que près de 10 000 de nos frères puissent être éduqués chaque année à Oxford ou à Cambridge. Cela signifie que nous avons déjà contribué pour la cause de la culture et de la liberté intellectuelle plus qu'aucune autre classe de la communauté. Car les filles des hommes éduqués n'ont-elles pas versé au fonds pour l'éducation d'Arthur de 1262 à 1870 tout l'argent qui était nécessaire à leur propre éducation, réservant seulement de misérables sommes pour payer la gouvernante, le professeur d'allemand et le professeur de danse? N'ont-elles pas payé, au prix de leur propre éducation, pour Eton et Harrow, Oxford et Cambridge, et toutes les grandes écoles et universités sur le continent, la Sorbonne, Heidelberg, Salamanque, Padoue et Rome? N'ont-elles pas payé si généreusement et somptueusement, même si c'est indirectement, que lorsque, pour finir, au XIXe siècle, elles ont gagné le droit à quelque éducation payée, il ne s'est pas trouvé une seule femme ayant reçu une telle éducation pour pouvoir la leur enseigner? Et juste au moment où elles espéraient chipper pour elles-mêmes non seulement un peu de cette éducation universitaire, mais aussi un peu de ce qui va avec, les voyages, le plaisir, la liberté, voilà que, tombée du ciel, arrive votre lettre les informant que l'ensemble de cette vaste, de cette fabuleuse somme a été gâché ou mal employé. Car que l'on compte directement en liquide ou indirectement à travers les privations qu'ont subies les filles des hommes éduqués, la somme allouée au fonds pour l'éducation d'Arthur est considérable. Dans quel autre but les universités d'Oxford et de Cambridge ont-elles été fondées, sinon pour protéger la culture et la liberté intellectuelle? Pour quel motif vos sœurs n'ont-elles pas pu étudier, voyager, ou bénéficier pour elles-mêmes de certains luxes, si ce n'est parce qu'elles croyaient qu'avec l'argent ainsi sauvé, leurs frères pourraient aller dans les écoles et les universités et que là, ils apprendraient à protéger la culture et la liberté intellectuelle? Mais maintenant que vous les proclamez en danger et que vous nous demandez d'ajouter notre voix aux vôtres, nos 6 pennies à votre guinée,
Nous devons assumer le fait que l'argent ainsi dépensé a été gaspillé et que ces sociétés ont échoué. Si les grandes écoles et les universités, avec leur machinerie élaborée pour entraîner les esprits et les corps, ont échoué, pourquoi votre société, même si elle est soutenue par des noms distingués, réussirait-elle? Pourquoi votre manifeste, même s'il est signé par des noms plus distingués encore, convertirait-il l'opinion? Avant de louer un bureau, d'engager une secrétaire, d'élire un comité et de faire un appel de fonds, ne devriez-vous pas considérer pour quelles raisons ces écoles et ces universités ont échoué? Telle est la question à laquelle il vous revient de répondre. En ce qui nous concerne, la question est de savoir comment vous fournir une aide pour protéger la culture et la liberté intellectuelle. Nous, à qui l'on a refusé si fréquemment l'entrée dans les universités, nous qui y sommes maintenant admises de manière extrêmement restrictive, nous qui avons reçu une éducation absolument gratuite et si réduite que nous pouvons seulement lire notre propre langue, écrire notre propre langue, nous qui, en fait, ne faisons pas partie de l'intelligentsia, mais de l'ignorantia. Pour nous confirmer dans la modeste estimation que nous avons de notre propre culture, et pour prouver que vous partagez ce sentiment, il y a Whitaker et ses faits. Il n'y a pas une seule fille d'homme éduqué, dit Whitaker, qui soit jugée capable d'enseigner la littérature dans une université. Son opinion n'est pas davantage demandée lorsqu'il s'agit d'acheter un tableau pour la National Gallery, un portrait pour la Portrait Gallery ou une momie pour le British Museum. Cela vaut-il vraiment la peine de nous demander de protéger la culture et la liberté intellectuelle alors que, comme le prouve Whitaker en nous rapportant froidement les faits, vous jugez inutile de nous consulter quand il s'agit de dépenser l'argent, et nous en fournissons pourtant une partie, pour acheter au nom de l'État, de la culture et de la liberté intellectuelle? Êtes-vous étonné que ce compliment inattendu nous prenne par surprise? Il y a votre lettre. Et il y a des faits dans cette lettre également. Vous dites que la guerre est imminente et vous continuez en affirmant « Seule la culture désintéressée peut garder le monde de sa ruine ». Et vous poursuivez en disant qu'en protégeant la liberté intellectuelle et notre héritage culturel, nous pouvons vous aider à empêcher la guerre. Le premier point au moins est indiscutable. Et toute fille de cuisine, même si son français est défaillant, peut lire et comprendre les mots « consigne » en cas de raid aérien, quand ils sont écrits en grosses lettres sur un mur blanc. Nous ne pouvons donc ignorer votre requête par ignorance ou demeurer silencieuse par modestie. Tout comme la fille de cuisine essaierait d'interpréter un passage de Pindare si on lui disait que sa vie était en jeu, la fille d'homme éduqué, même si elle n'est guère entraînée, doit considérer ce qu'elle peut faire pour protéger la culture et la liberté intellectuelle, et si, en le faisant, elle vous aide à empêcher la guerre. Laissons-nous alors examiner, par tous les moyens qui sont en notre possession, la meilleure méthode pour vous aider, et voir, avant d'envisager votre demande de rejoindre votre société, si nous pouvons signer ce manifeste en faveur de la culture et de la liberté intellectuelle en ayant l'intention de tenir notre engagement. Pour l'instant, concentrons-nous sur la question pratique, comment vous aider à les protéger. Le journal quotidien est là, sur la table, avec sa provision de faits. Une seule citation d'un article nous fera gagner du temps et nous permettra de circonscrire notre enquête. Il a été décidé hier, lors d'une réunion de directeurs, que les femmes ne conviennent pas pour enseigner aux garçons de plus de 14 ans. Ce fait prouve que certains types d'aides sont parfaitement hors de notre portée. Essayer de réformer l'éducation de nos frères dans les grandes écoles et les universités ne ferait qu'attirer sur nous des nuées de chats morts, d'œufs pourris et de portails brisés, dont seuls profiteraient les marchands de ferraille et les serruriers.
alors que les gentlemen, et l'histoire nous le prouve, surveilleraient le tumulte du haut des fenêtres de leur étude sans retirer le cigare de leurs lèvres ou sans arrêter de savourer lentement, comme son bouquet le mérite, un admirable vin de Bordeaux. Ainsi, l'enseignement de l'histoire étayé par celui du journal quotidien nous conduit à une position plus réservée. Nous pouvons seulement vous aider à défendre la culture et la liberté intellectuelle en défendant notre propre culture et notre propre liberté intellectuelle. Mais comme l'éducation payée des jeunes filles n'en est qu'à ses débuts, et comme le nombre de celles qui sont autorisées à faire des études à Oxford ou à Cambridge est encore strictement limité, la culture, pour la grande majorité des filles d'hommes éduqués, est encore celle acquise en dehors des portails sacrés, dans les bibliothèques publiques ou dans les bibliothèques privées, dont les portes, par quelque oubli irresponsable, n'ont pas été verrouillées. En 1938, cette culture se réduit encore essentiellement à savoir lire et écrire dans notre propre langue. La question devient cependant plus facile à envisager. Dépouillée de sa gloire, il est plus facile de la traiter. Maintenant, cher monsieur, nous devons présenter votre requête aux filles des hommes éduqués et leur demander de vous aider à empêcher la guerre, non en indiquant à leurs frères comment il faudrait protéger la culture et la liberté intellectuelle, mais simplement en lisant et en écrivant dans leur propre langue pour qu'elles puissent protéger elles-mêmes ces déesses plus trop abstraites. Ce serait un moyen simple, un moyen qui ne nécessite ni rhétorique ni raisonnement. Mais nous rencontrons dès à présent une nouvelle difficulté. Nous avons déjà remarqué que la profession littéraire, pour lui donner un nom simple, est la seule profession qui n'a pas essuyé une série de batailles au XIXe siècle. Cette profession n'a jamais été fermée aux filles d'hommes éduqués. La raison repose évidemment sur les moyens extrêmement précaires qu'elle nécessite. Les livres, les stylos, le papier sont si peu chers depuis au moins le XVIIIe siècle. Lire et écrire ont été si universellement enseignés dans nos classes qu'il était impossible à aucun groupe d'hommes de confisquer le savoir nécessaire ou de refuser à celles qui le désiraient de lire des livres ou de les écrire. Mais depuis que la profession littéraire est ouverte aux filles des hommes éduqués, il n'y a aucune trésorière honoraire pour cette profession. Une trésorière qui aurait à ce point besoin d'une guinée pour engager la bataille et, par conséquent, pour écouter vos conditions et vous promettre de faire son possible pour respecter ces termes. Nous voici donc dans une position délicate. Car comment pouvons-nous faire pression sur elles? Que pouvons-nous faire pour les persuader de vous aider? Il semblerait que la profession littéraire diffère de toutes les autres. Il n'y a personne à la tête de la profession. Pas de lord chancelier comme dans votre propre cas. Aucun corps officiel ayant le pouvoir d'édicter des lois et de les imposer. Nous ne pouvons interdire aux femmes l'accès aux bibliothèques. Nous ne pouvons les empêcher d'acheter de l'encre et du papier, ou leur imposer que les métaphores soient employées par un seul sexe, comme dans les écoles d'art où seuls les hommes peuvent étudier les nus, ou décréter que le rythme doit être l'apanage d'un seul sexe, comme à l'Académie de musique, où seuls les hommes jouent dans des orchestres. L'inconcevable licence de la profession des lettres permet également à certaines filles d'hommes éduqués d'utiliser un nom d'homme, tel George Eliot ou George Sand, de sorte que les rédacteurs en chef ou les éditeurs, à la différence des autorités de Whitehall, ne peuvent plus déceler de différence dans l'odeur ou dans la saveur d'un manuscrit, ou même parfois savoir si l'écrivain est marié ou non. Et maintenant, après avoir tenté de chercher comment il nous serait possible de vous venir en aide pour empêcher la guerre en essayant de définir ce que signifie protéger la culture et la liberté intellectuelle, considérons votre prochaine et inévitable requête. Vous allez nous demander de souscrire au fonds de votre société, car vous aussi, vous êtes un trésorier honoraire. Et comme les autres trésoriers honoraires, vous avez besoin d'argent. Et puisque vous aussi, vous nous demandez de l'argent,
Nous allons également pouvoir vous demander de définir vos intentions. Nous allons pouvoir négocier avec vous et vous imposer nos conditions comme nous l'avons fait avec les autres trésoriers honoraires. Quelles sont donc les intentions de votre société? Empêcher la guerre, évidemment. Et par quels moyens? En gros, c'est en protégeant les droits des individus, en vous opposant à la dictature, en protégeant les idéaux démocratiques garantissant des chances égales à chacun. Ce sont les principaux moyens à travers lesquels, comme vous le dites, une paix durable dans le monde peut être assurée. S'il en est ainsi, monsieur, alors nous n'avons pas besoin de négocier ou de pinailler. Si telles sont vos intentions et si, comme il est impossible d'en douter, vous comptez faire tout ce que vous pourrez pour y parvenir, la Guinée est à vous. Et je souhaiterais qu'il y en ait 1 million. La Guinée est à vous. Et cette Guinée est un don libre, offerte librement. Mais le mot « libre » est utilisé si souvent. Et comme les mots trop utilisés, il en est venu à signifier si peu qu'il convient d'expliquer exactement, même s'il nous faut être pédante, ce que le mot « libre » signifie dans un tel contexte. Il signifie ici que nous n'attendons en retour ni droit ni privilège. La donatrice ne demande pas d'entrer dans le clergé de l'Église anglicane, ni à la bourse, ni dans le corps diplomatique. La donatrice n'a aucun souhait de devenir anglaise au sens plein du terme, comme vous-même êtes anglais. La donatrice ne réclame pas en retour le cadeau d'exercer une quelconque profession, elle ne demande aucun honneur, titre ou médaille, elle ne veut la direction d'aucune chaire de professeur ni être conférencière, elle ne veut aucun siège dans aucune société, comité ou conseil d'administration. Le don est libre de toutes ces conditions, car le seul droit, un droit d'une importance capitale pour tous les êtres humains, est déjà acquis. Vous ne pourrez pas lui enlever le droit de gagner sa vie. Maintenant, alors, pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, une fille d'homme éduqué peut donner à son frère, lorsqu'il lui adresse une requête, une guinée qu'elle a gagnée sans aucune contrepartie. C'est un don librement consenti, donné sans crainte, sans flatterie et sans condition. Cela marque, cher monsieur, une date si importante dans l'histoire de la civilisation qu'une célébration semble s'imposer. Mais nous en avons fini avec les vieilles cérémonies. Le Lord Mayor, avec ses assistants au garde-à-vous, frappant 9 fois sur une pierre au moyen d'une masse, tandis que l'archevêque de Canterbury, dans ses atours canoniques, fait une bénédiction. Inventons une nouvelle cérémonie pour cette nouvelle occasion. Et pour cela, quoi de plus adapté que la destruction d'un vieux mot? Un mot vicieux et corrompu, qui a fait bien des dommages en son temps, mais qui est aujourd'hui obsolète. Le mot « féministe » est le mot indiqué. Ce mot, d'après le dictionnaire, signifie « quelqu'un qui défend les droits des femmes ». Puisque le droit unique, celui de gagner sa vie, a été acquis, le mot n'a plus de sens. Et un mot qui n'a plus de sens est un mot mort, un mot corrompu. Célébrons cette occasion en incinérant son cadavre. Écrivons ce mot en grandes lettres noires sur une feuille de papier épaisse, puis approchons solennellement une allumette vers le papier. Regardez comme il brûle. Et quelle lumière illumine alors le monde. Broyons maintenant les cendres dans un mortier avec un stylo en plume d'oie et déclarons ensemble dans un chant à l'unisson que quiconque usera de ce mot à l'avenir ressemblera à ces enfants qui sonnent à la porte et partent aussitôt en courant. Ce sera un fauteur de troubles, un tripoteur de vieux os et la trace de sa souillure sera inscrite sur son visage. La fumée s'en est maintenant allée, le mot est détruit. Observez, monsieur, le résultat de notre cérémonie. Le mot « féministe » a été détruit. L'air est apuré. Et que voyez-vous à travers cet air à nouveau clair? Des hommes et des femmes travaillant ensemble à la même cause. Les nuages se sont également dissipés sur le passé.
Pourquoi travaillaient-elles au XIXe siècle, ces étranges femmes avec leurs chapeaux victoriens et leurs châles, exactement pour les mêmes causes que nous aujourd'hui? Notre revendication ne se limitait pas seulement aux droits des femmes, c'est Joséphine Butler qui parle. C'était plus général et plus profond. C'était une revendication pour les droits de tous les hommes et de toutes les femmes, afin que soient respectés en leur personne les grands principes de justice et d'égalité et de liberté. Les mots sont les mêmes que les nôtres. La revendication est la même que la nôtre. Les filles d'hommes éduqués qui furent appelées féministes contre leur gré étaient en fait l'avant-garde de votre propre mouvement. Elles combattaient le même ennemi que vous et pour les mêmes raisons. Elles combattaient la tyrannie patriarcale comme vous combattez la tyrannie fasciste. Ainsi, nous menons le même combat que nos mères et nos grands-mères. Leurs mots le prouvent. Vos mots le prouvent. Et maintenant, avec votre lettre sous nos yeux, nous sommes assurés que vous vous battez avec nous et non contre nous. Et il nous semble qu'une autre cérémonie s'impose. Que pourrions-nous faire de mieux qu'écrire d'autres mots, de ces mots morts et corrompus, sur des feuilles de papier plus nombreuses et de les brûler, les mots tyran, dictateur, par exemple. Mais, hélas, ces mots ne sont pas encore obsolètes. Nous en trouvons toujours les œufs dans nos journaux. Nous sentons encore leur odeur si particulière dans les quartiers de Whitehall et de Westminster. Et à l'étranger, le monstre est remonté encore plus manifestement à la surface. Là-bas, on ne peut pas le confondre. Il a pris de l'envergure. Il interfère à présent avec votre liberté. Il vous dicte maintenant votre façon de vivre. Il établit des distinctions non seulement entre les sexes, mais entre les races. Et vous ressentez dans vos propres personnes ce que nos mères ont ressenti lorsqu'elles étaient exclues, lorsqu'elles étaient enfermées, parce qu'elles étaient des femmes. Maintenant, c'est vous qui êtes exclus, qui êtes enfermés, parce que vous êtes juifs, parce que vous êtes démocrates, à cause de votre race, à cause de votre religion. Ce n'est plus une photographie que vous regardez, maintenant vous y êtes, à vous morfondre en fin de procession. Et cela fait une grande différence. Toute l'iniquité de la dictature, que ce soit à Oxford ou à Cambridge, à Whitehall ou à Downing Street, contre les Juifs ou contre les femmes, en Angleterre ou en Allemagne, en Italie ou en Espagne, vous apparaît clairement. Mais maintenant, nous combattons ensemble. Les filles et les fils des hommes éduqués se battent côte à côte. Même si aucune célébration n'est encore possible, le fait est si exaltant que si cette guinée pouvait être multipliée 1 million de fois, toutes ces guinées devraient être mises à votre disposition sans autre condition que celle que vous nous imposez à vous-même, que vous vous imposez à vous-même. Prenez cette guinée et servez-vous-en pour affirmer les droits de tous les hommes et de toutes les femmes, afin que soient respectés en leur personne les grands principes de justice et d'égalité et de liberté. Achetez une bougie à 1 penny, posez-la sur la fenêtre de votre nouvelle société et puissions-nous voir le jour où, dans la clarté de notre liberté commune, les mots tyran et dictateur partiront en cendres, car les mots tyran et dictateur seront alors obsolètes. Merci beaucoup pour cette lecture et merci infiniment pour l'invitation. Je vais commencer mon exposé d'abord en me présentant plus avant, c'est-à-dire je vais effectivement parler en qualité de philosophe, mais ma formation est plus une histoire de la philosophie et surtout une histoire de la médecine. Et donc cette question du sexisme et du racisme, je vais aussi la traiter avec un temps beaucoup plus long et un recul, puisque j'irai jusqu'au XVIIe siècle et même sur l'histoire voilà, des maladies, de la médecine, etc. Alors pour commencer, tout d'abord, il est vrai qu'en règle générale, la plupart des travaux et des recherches qui s'intéressent à l'histoire des rapports de pouvoir ou des discriminations montrent d'abord que le rapport entre sexisme et racisme entretiennent communément un rapport métaphorique
ou analogiques. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse à la plupart des mouvements sociaux modernes ou même à l'histoire des discours idéologiques que l'on peut qualifier de racistes ou de sexistes, on observe que la race est prise comme une métaphore du sexe, ou inversement que le sexe est pris comme une métaphore de la race, ou qu'il y a une analogie entre sexisme et racisme. Alors de ce point de vue, c'est par exemple intéressant de rappeler tout simplement l'émergence du terme. Racisme a déjà une histoire assez ancienne, puisque on peut remonter jusqu'au 19e siècle, en tout cas pour avoir ce terme, même si le terme race, lui, est un peu plus ancien. Et dans le cas du sexisme, on a un terme qui, dans la langue française, est assez ancien. Le terme sexe est très ancien. En revanche, le terme de sexisme est, lui, tout à fait récent, puisque c'est au cours des années 70 que, suite à l'émergence du mouvement de libération des femmes, un certain nombre de militantes et d'intellectuels, comme Liliane Candel par exemple, ont, avec Simone de Beauvoir, créé une chronique dans Le Monde qui s'appelait « Chronique du sexisme ordinaire » et qui, pour la première fois, utilisait ce néologisme de sexisme sur le modèle, au fond, du racisme. Alors, quel est l'intérêt de ce rapprochement ? Il est à la fois, je dirais, politique. Il est également, son intérêt est à la fois théorique, puisqu'on apprend, finalement, cette analogie nous renseigne sur l'histoire de ces discriminations. Alors, politique, pourquoi ? Quelques exemples aussi pour illustrer cette idée. Il est toujours intéressant de rappeler qu'une grande figure comme Olympe de Gouges, qui en 1791 publie et déclare la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et qui, sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, montre que précisément cet homme avec un grand H oublie un certain nombre d'individus, à commencer par les femmes, mais pas seulement. Eh bien, Olympe de Gouges, justement, était à la fois à la pointe du droit de la lutte pour le droit des femmes, mais aussi une grande abolitionniste, et elle a énormément œuvré pour l'abolition de l'esclavage. Et justement, dans son combat pour que l'accès des femmes aux droits civils et civiques, eh bien, elle montrait qu'un certain nombre d'autres individus, les esclaves, mais aussi les domestiques, étaient proprement exclus en fait de cette déclaration universelle, prétendument universelle des droits. Donc Olympe de Gouges comparait dans une certaine mesure les femmes aux esclaves, mais finalement la comparaison, elle était aussi, si vous voulez, plutôt heuristique, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'elle permettait de voir ce qu'il y avait en termes de continuum de statut, même si c'était des conditions qui ne sont pas forcément comparables, mais en tout cas, il y avait un continuum dans la condition d'exclusion qui touchait les esclaves, les populations serviles et les femmes. Autre exemple, toujours dans l'histoire finalement de la littérature politique, on a aussi dans le texte de Engels sur la condition ouvrière en Angleterre, une comparaison fameuse qui dit finalement pour aller voir la condition, pour comprendre la condition d'exploitation des prolétaires, il faut aller voir la condition d'exploitation des femmes ouvrière, et justement il n'y a pas plus exploité que justement la femme de l'exploité, ou en tout cas c'est encore pire, dirons-nous. Et là on a une chose intéressante, c'est qu'il y a non seulement une comparaison, mais il y a aussi l'idée selon laquelle finalement les rapports de pouvoir, par exemple l'exploitation, les antagonismes de classe, l'exploitation économique, peut se doubler d'autres exploitations, par exemple une exploitation domestique, puisque dans le cas évidemment des ouvrières, et pas seulement des femmes d'ouvriers, mais qui étaient elles-mêmes ouvrières, eh bien, on avait cette double oppression, à la fois de classe, mais aussi à l'intérieur de la division sexuelle du travail, dans la sphère privée, eh bien, il y avait aussi des inégalités qui ne pouvaient pas être exclusivement comprises par une analyse du capitalisme. Donc là, on a deux choses finalement, à la fois l'idée d'un continuum d'exploitation ou d'un continuum de rapport de pouvoir qui peut passer par exemple par des stéréotypes racistes, des lignes de couleur, mais qui finalement est comparable ou a une mécanique relativement comparable avec des exploitations qui sont de l'ordre du sexisme, donc fondées sur des discriminations liées au sexe des individus.
Et puis on a une deuxième idée qui est intéressante, c'est que l'ensemble de ces exploitations, dominations, rapports de pouvoir, au fond, sont à la fois se comprennent comme un continuum, mais ils se comprennent aussi comme des logiques différentes et on ne peut pas finalement considérer qu'une fois la lutte des classes opérée, eh bien, le sexisme va s'évanouir dans un monde meilleur. En tout cas, peut-être que ce serait évidemment souhaitable, mais il n'est pas sûr que ça se passe comme ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a à la fois un continuum, mais on ne peut pas rabattre au fond sexisme sur racisme ou sur le rapport de classe. Alors ça, c'est un peu l'état de la question, si vous voulez, traditionnellement. Sur les études opérées sur l'histoire des discriminations ou je dirais la mécanique des rapports de pouvoir, jusqu'à une période très récente, ces études ont précisément opéré par analogie et par accumulation des rapports de pouvoir. Moi, ce soir, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous présenter une troisième façon de faire, que je vais appeler la généalogie, et je vais essayer de montrer comment peut s'opérer justement cette histoire articulée, entremêlée, je dirais, du sexisme et du racisme. Mais juste pour revenir un tout petit peu sur ce qui est fait jusqu'ici, ou majoritairement ce qui a été fait dans les études et les recherches, notamment en sciences humaines, évidemment, on a deux opérations classiques. Une première opération qui est celle de l'analogie, entre sexisme et racisme, et qui est très intéressante parce qu'elle montre, par exemple, que le sexisme fonctionne comme le racisme, que c'est un rapport de pouvoir que l'on peut considérer, caractériser ou définir comme un rapport qui fonctionne sur une idéologie naturaliste. C'est-à-dire que pour justifier ou légitimer des différences de statut, de position ou de privilèges, eh bien on va s'en référer à la nature, à la biologie, c'est-à-dire à un principe fondé de façon anhistorique, qui est lié à la nature et non pas spécialement à l'histoire. Et de ce point de vue, la plupart des historiens ont montré que justement, racisme et sexisme consistaient en deux rapports de pouvoir qui avaient trait à une forme de naturalisation des différences sociales. Donc ça, c'est un acquis très important et ça a notamment été le fait d'une philosophe, sociologue française qui s'appelle Colette Guillaumin et qui a beaucoup travaillé avec un historien de l'antisémitisme qui s'appelle Léon Poliakov. Et Colette Guillaumin, en 1977, sort un ouvrage fondamental qui s'appelle l'idéologie raciste et qu'elle va reprendre. Donc elle va développer les thèses et les reprendre pour essayer de penser justement le sexisme sur le modèle du racisme, en montrant que ce sont deux logiques de pouvoir qui se légitiment en référence à une idée de nature. Donc, pas seulement de biologie, mais aussi l'idée que les différences sont naturelles, pour aller vite, et non pas acquises. Ça, c'est la première chose. Et puis, une deuxième approche, en règle générale, c'est vrai qu'on assiste à les recherches, je dirais, classiques, sur cette question du sexisme et du racisme, s'intéresse à ce qu'on appelle l'accumulation, je dirais, des discriminations, c'est-à-dire propose une approche cumulative ou arithmétique des rapports de pouvoir, au sens où, notamment dans des travaux de sociologie, et tout à fait fondamentaux et essentiels, on peut montrer que certains groupes sociaux sont non seulement victimes, par exemple, d'une discrimination de classe, mais également du racisme et également du sexisme. Et évidemment, ces groupes considérés, je prends l'exemple, par exemple, de femmes migrantes venant, un exemple, des Philippines ou des Comores et qui sont assignées à des tâches liées à la domesticité, donc qui sont employées comme femmes de ménage ou pour garder des enfants, etc. On peut considérer que ces femmes en situation migratoire ou, si vous voulez, arrivant sur le sol français en étant peu qualifiées ou alors en ne parvenant pas à faire reconnaître, par exemple, leurs qualifications, sont à la fois victimes d'un rapport de classe, mais également de racisme et de sexisme, au sens où elles sont prioritairement
assignés au travail domestique. Donc on aurait finalement une triple discrimination. Et les travaux classiques de sociologie notamment, vont essayer de montrer comment cette triple discrimination a des conséquences, des conséquences en termes de reproduction des inégalités et aussi finalement de précarisation et de vulnérabilisation d'un certain nombre d'individus. Alors tout le problème par rapport à... encore une fois, ces travaux sont très intéressants. C'est juste pas exactement l'approche que je veux vous proposer ce soir. Il me semble que le défaut majeur, en tout cas, ce qu'on pourrait faire en plus par rapport à ce corpus existant, c'est donc de proposer une approche que je vais nommer généalogique. Et pourquoi généalogique? Parce que ce que je vais essayer de démontrer... par le biais d'une historicisation de ces rapports de pouvoir, de sexisme et de racisme, c'est que le sexisme et le racisme participent d'une même matrice, au fond, d'une même matrice, d'une même mécanique de pouvoir qui est fondamentale et indissociable de la construction de la nation moderne. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, et spécifiquement en repartant, si vous voulez, d'une histoire... d'une généalogie donc de la nation française. Donc j'ai eu l'occasion de travailler essentiellement sur la façon dont au XVIIe siècle, sur un corpus francophone, on assiste au renouvellement des discours sur la question de la différence sexuelle, notamment dans la médecine, mais aussi dans la philosophie. Et sachant que le XVIIe siècle français est un siècle où, justement, en philosophie, par Descartes, et dans sa correspondance, mais aussi dans tout un corpus qui va de Hobbes, finalement, à François Poulain de la Barre ou à Gassendi, la question de l'égalité et de l'égalité entre les hommes et les femmes se pose de façon, en tout cas, centrale. Et on tente, dans ces discussions et ces polémiques, de l'âge classique, de déterminer sur quoi pourrait se fonder une différence, non seulement finalement des corps, ou en tout cas sur quoi est fondée cette différence des corps, mais est-ce que ces différences qu'on pourrait appeler phénoménales, voilà, celles qui se voient ou que l'on peut constater, impliquent des différences ou des différenciations sociales en termes de vertus, de privilèges, et notamment sur le savoir et l'accès à l'éducation. Alors, un des grands protagonistes de ce débat, c'est François Poulain de la Barre. François Poulain de la Barre, dans De l'égalité des deux sexes, va, sur la base justement de la philosophie cartésienne et de l'idée du dualisme, défendre que l'esprit n'a point de sexe et qu'à partir du moment où l'esprit n'a point de sexe, il est illégitime, voire inique, d'empêcher les femmes d'accéder au savoir et notamment non seulement à une éducation philosophique, mais aussi à une œuvre philosophique à part entière. Et ça vaut pour, évidemment, d'autres disciplines majeures. Et même dans De l'égalité des deux sexes, donc en 1673, Poulain de la Barre, qui va d'ailleurs opérer d'autres essais, va montrer que même si on se fie finalement au corps et aux différences corporelles, Poulain de la Barre dit les mœurs et les coutumes différencient ou en tout cas répartissent tellement sur les hommes et les femmes selon des tâches ou des métiers ou des activités différentes, que c'est précisément cette différence de métiers, de tâches et d'activités traditionnellement définies qui peut produire une différence en termes corporels. Alors l'exemple fameux de François Poulain de la Barre, c'est évidemment sur la force physique et il s'appuie sur le préjugé d'une infériorité physique des femmes. L'argument de Poulain de la Barre consiste à dire si l'ensemble des privilèges politiques, si l'ensemble des vertus ou en tout cas des positions dominantes se justifiait sur la base d'une supériorité physique, voire musculaire dans une certaine mesure, eh bien, il faudrait, dit Poulain de la Barre,
que le soldat qui fait le guet à l'entrée du cabinet du ministre prenne la place de ce ministre, puisqu'a priori ce soldat plus au fait du travail des armes et plus entraîné corporellement devrait avoir la priorité sur cette position qui est celle du ministre d'État et qui est celle d'un représentant de l'autorité politique, en l'occurrence royale. Donc ce que dit François Poullain de la Barre, au fond, c'est que dans la société telle qu'il en fait l'expérience, les privilèges ne se justifient qu'a posteriori, de façon rhétorique dans une certaine mesure, sur une supériorité musculaire, corporelle, et que cet argument est utilisé pour exclure les femmes, mais il n'est pas, s'il devait s'appliquer à l'ensemble de la société, alors il redistribuerait l'ensemble de ses positions de pouvoir. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant dans tout ce XVIIe siècle, à la fois d'un point de vue philosophique, c'est que quand même la discussion, finalement on arrive à un point qui est une forme de relativisme, en tout cas chez Poullain de la Barre, dans la tradition du cartésianisme, c'est plus l'idée d'un scepticisme méthodologique, c'est-à-dire remettons à plat les justifications et voyons si, selon un raisonnement ordonné et méthodique, on peut véritablement conclure qu'il y a une infériorité des femmes et que cette infériorité, du coup, légitime les inégalités sociales. Donc, c'est cette forme de scepticisme, au fond, elle va, au XVIIe siècle, elle ne va pas devenir un discours majoritaire. On peut même dire que la position de Poullain de la Barre, elle va de plus en plus être mise en minorité, au profit d'un discours qui va devenir, lui, hégémonique, qui est un discours que l'on pourrait qualifier, qui relève finalement d'une anthropologie philosophique, et qui va donner un pouvoir massif à un discours médical, ou en tout cas un raisonnement médical sur les distinctions ou les différences naturelles entre les individus. Ce discours médical, il est à la fois ancien, si vous voulez, et réactualisé au XVIIe siècle. C'est un discours qui va prendre ses origines dans la médecine galénique et hippocratique. C'est un discours qui va venir, ou en tout cas un discours, une pratique et un ensemble de savoirs, qui va venir mettre en exergue un concept majeur qui est celui de tempérament. Et par le biais de ce concept de tempérament, eh bien, on va s'opérer chez un certain nombre d'auteurs majeurs, comme Cureau de la Chambre par exemple, mais d'autres. Ensuite, on retrouvera ce discours au XVIIIe. On va s'opérer au fond une hiérarchisation des individus qu'on peut considérer comme naturaliste, c'est-à-dire fondée en nature, et qui va venir opérer la différenciation selon le sexe, mais aussi d'autres différenciations, notamment selon ce qui va bientôt s'appeler la race. Alors le tempérament, c'est un dispositif très complexe, donc inspiré de la médecine humorale, et ce concept de tempérament, il a une très très longue histoire, il est même réactualisé régulièrement. Mais en tout cas, il a pour fonction d'expliquer à la fois l'idée de corps sain et de corps malsain, c'est-à-dire il a une fonction pour expliquer les manifestations pathologiques dans le corps, et il a également une fonction pour différencier les individus. Il explique précisément ce qu'on pourrait appeler l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le fait que dans l'humanité, même s'il y a des caractéristiques communes, il y a aussi des caractéristiques idiosyncrasiques. Et ça, la théorie des tempéraments va permettre, au fond, d'avoir cette triple entrée, à la fois sur la question du sain et du malsain, sur la question de ce qui pourrait être les grands traits communs de l'humanité, donc par exemple le sexe, et également l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la singularité des individus, en termes physiologiques, psychiques, de caractère, et évidemment pathologiques. Les tempéraments, vous les connaissez, c'est le tempérament sanguin, atrabilaire, phlegmatique, colérique. Et donc ça se réfère finalement à 4 principales humeurs qui seraient présentes dans le corps: le flegme, le sang, la bile noire et la bile. Et pourquoi ça a un intérêt pour la pathologie ?
Pourquoi ça a un intérêt pour la pathologie? Parce que c'est aussi l'idée que les événements pathologiques, le fait, les sécrétions, quelles qu'elles soient, ou le sang justement, ou ce qui ne pourra jamais se voir d'ailleurs, la bile noire, eh bien, lorsqu'on est malade, il y a une manifestation, y compris extérieure, de ce phénomène de déséquilibre des humeurs, et donc la maladie est expliquée par un excès finalement, ou un manque d'une des humeurs, ou un déséquilibre entre les humeurs. Alors, une des choses qui est intéressante, c'est que, justement, dans la plupart des traités du XVIIe, et jusqu'à même, on retrouve, parce que c'est quand même je dirais un topos, un lieu commun ensuite dans la médecine, et surtout dans la médecine des femmes, la façon dont on différencie les corps selon la différence sexuelle est principalement expliquée non pas, en tout cas au XVIIe siècle, ça le sera après, sur des caractéristiques organiques, sur les anatomiques, je dirais, mais sur des caractéristiques physiologiques et physiopathologiques. Et les femmes sont principalement définies comme ayant un tempérament flegmatique, où il y a un excès justement de flegme, qui explique à la fois, selon les médecins, et notamment les médecins spécialistes des maladies des femmes, qui explique à la fois qu'elles aient un corps plus fragile, mais cette fragilité, en fait, est le fait d'une prédisposition à un plus grand nombre de maladies. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une forme de détournement sur la question de la faiblesse physique. On explique l'asymétrie entre les sexes, on justifie dans une certaine mesure l'exclusion des femmes d'un certain nombre de privilèges sur la base non pas d'une faiblesse intellectuelle ou physique directement, mais sur l'idée d'une prédisposition à un certain nombre de maux ou de manifestations pathologiques qui justement opéreraient comme des perturbateurs et qui empêcheraient les femmes d'accéder à des positions et à des privilèges. L'argument n'est pas si isolé que ça, puisque il va être repris, et notamment à l'occasion de la discussion au moment de la Révolution française, justement, sur le droit de citer les droits politiques des femmes. Et ce sera Condorcet qui, en pleine assemblée, argumentera en disant mais on ne peut pas exclure les femmes sous prétexte que des grossesses ou des indispositions. C'est un argument fallacieux et qui, si on se basait sur cette question-là, évidemment, on devrait exclure la plupart des individus qui ont un rhume ou qui sont atteints d'une fièvre des postes de pouvoir. Donc l'argument de la maladie, en fait, est fondamental. Cette idée que toutes les femmes sont finalement inférieures aux hommes en raison de ce dispositif du sain et du malsain, il va devenir très opératoire et très efficace parce qu'effectivement, il est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus fin que la simple inégalité des capacités. Et cette idée de la vulnérabilité, finalement, de l'exposition des femmes à un plus grand nombre de maladies, eh bien, cette idée du sain, finalement, et du malsain qui explique leur exclusion, c'est ce dispositif-là qui, dans une certaine mesure, va être repris, ou en tout cas va être adapté, notamment en contexte colonial, et notamment dans un discours de légitimation d'une différence entre les individus fondée sur ce qui va devenir la race. Alors cette question de la race, elle apparaît également, au sens moderne du terme, elle apparaît précisément également au XVIIe siècle, et on date communément l'émergence de ce terme race en un sens moderne, encore une fois, c'est-à-dire cette idée de distinction endogène des individus. On le date de 1684 et on le date précisément même d'un texte qui paraît dans le journal des savants de façon anonyme, mais on a identifié l'auteur, c'est François de Bernier, un philosophe gassendiste, qui va publier donc dans le journal des savants en 1684 un petit texte qui s'intitule « Nouvelle division de la Terre en races ou espèces d'hommes ». Et dans ce texte, Bernier justement explique, voilà, jusqu'ici il était assez
c'était plutôt les géographes qui s'occupaient finalement de distinguer l'humanité. Et les géographes le faisaient sur la base sur une base spatiale, je dirais, c'est-à-dire qu'on pouvait identifier les individus selon la nation, le territoire ou le pays sur lequel ils étaient ou ils évoluaient. Bernier dit, aujourd'hui, précisément avec la possibilité de communication et de déplacement des populations, il nous faut un critère beaucoup plus pratique et infaillible que le seul critère des géographes. Et donc Bernier, en bon philosophe, propose un autre critère qui serait celui de la race. Et l'avantage, nous dit Bernier, c'est que ce critère de race, eh bien, au fond, les individus le transportent en eux-mêmes. C'est-à-dire que Bernier, pour la première fois, définit le terme de race, et c'est pour ça qu'on dit en un sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'il associe la race à un critère de distinction endogène, qui n'est pas lié à un facteur extérieur. Et donc dans ce texte, Bernier, là encore, c'est une division qu'on va retrouver ensuite dans la plupart des traités d'anthropologie qui marquent justement la modernité. Bernier va diviser l'humanité en 4 ou 5 groupes vis-à-vis desquels finalement il va prendre non pas seulement du tout la couleur de peau, il faut vraiment attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour que ça soit le cas, mais là il va prendre plusieurs facteurs pour distinguer les individus et créer finalement ce qu'il prétend être des groupes humains, en tout cas plus ou moins homogènes. Donc on retrouve chez Bernier à la fois l'Asie, l'Europe, les Amériques, et évidemment ce qu'il va rassembler en termes de nations du continent africain. Et le cinquième groupe, c'est ce groupe qu'on va retrouver toujours dans la plupart des classifications anthropologiques du XVIIIe siècle et même ultérieurement. Ça va être les Hottentots, et notamment donc ce qui serait dont Bernier dit lui-même déjà parce que c'est un lieu commun de la littérature raciste, mais que ce groupe est entre l'humanité et l'animalité et qu'on n'arrive pas à déterminer. En tout cas, lui prétend ne pas arriver à déterminer cette appartenance à l'humanité. Mais ce qui est intéressant dans le texte de Bernier, c'est que justement, d'une part, Bernier va non pas se focaliser spécialement sur la couleur de peau, c'est même très sous-déterminé dans son texte. Donc là encore, c'est intéressant de voir qu'il y a un tâtonnement sur ce prétendu critère endogène, qu'il va prendre comme critère la beauté des femmes de ces groupes, prétendant par exemple que les femmes les plus belles sont évidemment les européennes. Bernier va accuser la laideur des traits de tel ou tel groupe humain. Et donc c'est intéressant parce que dès la première tentative de classification endogène de l'humanité, chez un auteur qui n'est, j'aurais tendance à dire de façon un peu rapide que ce n'est pas un méchant, c'est philosophe, disciple de Gassendi, c'est pas disons qu'on pourrait le qualifier de philosophie éclairée. Et Bernier va donc d'emblée en fait opérer une classification qui est une hiérarchie. Donc il n'y a pas la première classification, en tout cas en langue française, qui marque la modernité, l'émergence du racisme moderne, et d'emblée pensée comme une hiérarchisation entre les groupes, et non pas seulement comme une différenciation. Comme si au fond, d'un point de vue discursif, toute différenciation est d'emblée une hiérarchie, ou plus exactement, et ça c'est un énoncé qu'il faudra certainement retenir, que la hiérarchie finalement, elle précède la différenciation. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a déjà préjugés, hiérarchie, et au fond aussi une histoire coloniale déjà présente, que la question de la différenciation se pose. Donc les critères de Bernier sont à la fois la beauté, donc les traits du visage. Bernier se concentre sur la chevelure. Bernier va se concentrer également sur la stature, le corps, c'est la taille par exemple, sur la question, et la taille intéresse beaucoup Bernier, la chevelure intéresse beaucoup Bernier, parce que ce sont deux critères qui sont communément très utilisés dans la médecine humorale pour justifier tel tempérament sanguin ou bilieux ou flegmatique, et puisque chaque tempérament a ses caractéristiques physiques. Et Bernier utilise
cette question du tempérament pour qualifier chaque groupe. Et dernier critère, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a pas une logique qui est purement naturaliste, puisque Bernier prend encore la question des mœurs et des régimes politiques. C'est-à-dire que chez Bernier, il y a encore ce critère résiduel qu'on retrouve par exemple chez Aristote et qui est déjà la distinction des individus selon le régime politique. Donc ça, on peut dire encore qu'on est dans une forme de mixité discursive, en tout cas sur l'argumentation. Alors, vous voyez qu'en finalement, à la fin du XVIIe siècle, on a à la fois un énoncé, encore une fois, je me permets d'aller vite, mais disons que si vous permettez de ce raccourci, on a un énoncé assez simple, je dirais, qui est que toutes les femmes sont par nature inférieures aux hommes, du fait de ce tempérament principalement flegmatique, de cette disposition aux maladies, etc. Mais émerge finalement un énoncé beaucoup plus complexe, encore tâtonnant, qui est inspiré de cette première rhétorique sur le sexisme et qui est la distinction des individus de l'humanité en 4 ou 5 groupes humains caractérisés par des éléments liés au tempérament. Mais en fait, l'idée selon laquelle toutes les femmes sont inférieures à tous les hommes, cet énoncé qui a l'air si simple ou si, en tout cas, si facile à produire à ce moment-là, dans une certaine mesure, il prend très vite l'eau. Il prend très vite l'eau parce qu'il suffit qu'on se déplace et que l'on quitte la métropole pour se rendre, par exemple, à Saint-Domingue, qui au même moment connaît une expansion économique monumentale, incroyable, et à Saint-Domingue, première colonie sucrière la plus riche, qui va aussi très vite devenir la plus peuplée, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIIe jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, on a une importation de population servile qui va créer des équilibres de population entre 1 et 10, entre la population libre et la population servile. Donc l'énoncé, par exemple, à Saint-Domingue, toutes les femmes sont inférieures à tous les hommes, il va très vite pas fonctionner du tout. Pas fonctionner du tout parce qu'il est impossible à Saint-Domingue que dire d'une femme blanche qu'elle est inférieure à un esclave. Et donc il va falloir articuler, si vous voulez, générer un dispositif qui à la fois maintient les hiérarchies anciennes, mais permet de les coordonner, de générer en même temps d'autres hiérarchies sans que celles-ci deviennent contradictoires. Et là, c'est au fond un problème qui va engager beaucoup de tentatives de solutions, mais qui est finalement le problème le plus complexe à résoudre dans une logique de domination. Alors, tous les hommes, toutes les femmes sont inférieures à tous les hommes, ça ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir articuler là, dans cette logique, finalement, un dispositif anthropologique qui permet d'articuler une norme de féminité blanche, un modèle de féminité blanche, qui doit être supérieur à une définition, à un modèle, à une norme de masculinité servile. Et pour ça, on va, dans une certaine mesure, générer une norme de masculinité noire. Donc on va noircir une certaine masculinité et on va blanchir une féminité. Alors, tout ça semble assez complexe, mais il faut finalement que l'énonce, qu'à un moment donné, se justifie dans ce dispositif une supériorité endogène des femmes blanches sur les hommes noirs. Alors, je ne vous parle pas évidemment dans ce contexte des femmes esclaves qui vont être vraiment dans une situation, autant dire, voilà, vraiment de domination, en tout cas totale, je dirais. Alors, comment faire pour produire ce dispositif? La première chose à faire, et là c'est un acquis absolument de cette approche généalogique et qui fait l'objet de plusieurs travaux, c'est aussi l'idée de dire qu'il n'y a pas qu'une seule norme de féminité, il n'y a pas qu'une seule norme de masculinité. On a souvent tendance à considérer qu'il y aurait les hommes et les femmes, qu'il s'agirait de groupes évidents, homogènes, etc. Et que justement, dans une situation de sexisme, par exemple, on aurait juste une opposition terme à terme entre
les hommes et les femmes, ou la masculinité et la féminité. Une première approche assez heuristique, mais en même temps naïve, consisterait à dire la masculinité se définit par tout ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire par des critères de féminité. C'est des exemples classiques. Voilà, dans la cour d'école, un petit garçon ne pleure pas parce que sinon on le traite de tapette. Voilà. On voit bien ici que acquérir, incorporer son genre, c'est précisément se distinguer du groupe des femmes et des valeurs qui lui sont associées. En fait, les choses, dès lors qu'on s'intéresse un peu à l'histoire coloniale, dès lors qu'on s'intéresse vraiment à la construction des nations modernes, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, parce qu'au fond, on a toujours plusieurs normes de féminité, de masculinité, et ce à quoi on va assister tout au long du XVIIIe siècle, c'est à la production d'une norme de féminité, si vous voulez, française, enfin d'une mère, c'est les mères de la nation qu'on va produire pour en faire, pour incarner cette féminité blanche supérieure aux hommes esclaves, aux hommes noirs, à cette masculinité servile. Et pour ce faire, eh bien, c'est un point intéressant qui avait été largement étudié par des historiens il y a déjà 2 décennies, et notamment dans un ouvrage d'Elisabeth Bindater qui s'appelle « L'amour en plus », qui reste une référence sur la question. C'est l'idée qu'au XVIIIe siècle, c'est l'émergence de toute une considération sur l'instinct maternel et sur le fait que l'on va associer à la féminité et au corps en tant que féminin, on va lui associer de façon très étroite la question de la gestation et de la maternité. Autrement dit, les femmes ou celles qui sont les corps identifiés comme féminins sont nécessairement des corps identifiés comme maternants, au sens comme en gestation, et maternels, c'est-à-dire au sens moral et politique du terme, c'est-à-dire avec cet attachement, ce sentiment, etc., qui effectivement apparaît de façon centrale au XVIIIe siècle. Et pour créer cette norme de féminité qui va faire le fruit d'un certain nombre de discours, y compris sur la construction de la nation, les mères de la nation, toute la question de la patrie, de l'engendrement, etc. Eh bien, on va créer, et on le retrouve notamment dans des discours à la fois des traités médicaux, mais aussi sur des considérations d'anthropologie. On le retrouve chez Buffon, on va le retrouver également chez Linné, des considérations sur le tempérament des esclaves, principalement évidemment en ce qui concerne les colonies sucrières des Amériques rasiées sur les côtes africaines. Et ces esclaves vont devenir des corps noirs, on va les raciser, on va leur prêter, si vous voulez, un tempérament de race, et notamment en considérant que les femmes esclaves sont moins fertiles que les femmes européennes, qu'elles sont moins fertiles, et donc c'est contre-intuitif par rapport à un imaginaire qu'on peut avoir, qui est très lié au XIXe siècle, mais au XVIIIe, on considère qu'elles sont peu fertiles, qu'elles sont surtout très peu maternelles, très peu maternantes, qu'elles ne s'attachent pas à leur enfant. Alors, évidemment, dans les conditions qui sont les leurs, vous voyez bien que la question de l'attachement, il est vraiment tout relatif. Et ce stéréotype de la femme noire comme peu maternelle, peu maternante et sur-érotisée, c'est-à-dire qui va être très sexualisée, érotisée, mais non pas au sens de... mais au contraire, détachée d'une moralité de la mère respectable, eh bien cette construction d'un stéréotype, d'une figure repoussoire de la féminité va être utilisée pour créer justement une norme positive de féminité nationale, blanche. Et aux colonies, la femme française, eh bien ce sera précisément cette femme à la fois morale, à la sexualité reproductive, qui développe cet attachement vers ses enfants, etc., et qui est dévoué, dans une certaine mesure, à la nation, y compris en dehors du territoire métropolitain de cette dernière. Autrement dit, va se générer, si vous voulez, un discours de la nation moderne qui est ancré sur, finalement, le corps de cette nation. Et le corps de cette nation, c'est une figure positive de la féminité, en tant qu'il s'agit d'une féminité d'emblée
avec une couleur, avec une classe, avec finalement un statut. Un des exemples qui peut peut-être aussi, juste pour illustrer mon propos, dans de la démocratie en Amérique, Tocqueville observe évidemment cette jeune nation américaine, éminemment coloniale évidemment, enfin, inextricablement liée à des logiques coloniales. Et pour Tocqueville, cette jeune nation américaine, elle est exemplaire. Alors, elle a plein de défauts, évidemment, sur cette question d'égalité, mais vous allez voir que ça nous intéresse. Mais elle a quelque chose de fascinant, précisément parce que les femmes américaines sont des femmes en pleine santé, sont des femmes qui créent de la famille, qui sont fertiles dans une certaine mesure, mais qui sont aussi fortes physiquement. Alors, c'est à la fois admirable parce que pour Tocqueville, c'est une forme de régénération de la nation par ces femmes, mais par le corps même. Et on voit bien tout de suite le caractère national que ça prend. Et pour Tocqueville, c'est évidemment effrayant, parce que la jeune nation américaine, du fait aussi de la force de ces femmes, c'est aussi cette nouvelle nation qui incarne l'égalité et dans une certaine mesure aussi le désordre. Mais on voit bien ici qu'il y a une concurrence, si vous voulez, et en cette fin du XVIIIe siècle, l'argument est majeur, de l'idée selon laquelle, au fond, on va créer une forme nationale, voilà, une identité nationale qui est à la fois, là en tout cas on tente de le faire, qui a à la fois une couleur, qui a à la fois une classe et qui a à la fois finalement une certaine conception de la différence sexuelle. Inversement, et un autre exemple et un autre peut-être élément tangible que je soumets à votre réflexion, en 1776, un très grand philosophe naturaliste comme Linné va publier Le système de la nature, qui en Europe est vraiment le texte de référence en matière de classification de la nature. Et évidemment, Linné s'intéresse à la classification de l'humanité. Et Linné va reprendre un argument assez classique de la division de l'humanité en 4 groupes, voire 5 d'ailleurs. Et il y a un groupe résiduel qui est toujours ce groupe intermédiaire. Et sur ces 4 groupes, Linné va les définir dans un tableau. Il va les définir par le tempérament. Et il va considérer que les Européens ont un tempérament sanguin, qui est un tempérament supérieur, qui est le tempérament finalement de cette masculinité blanche. Et il va détailler comme ça les tempéraments des autres groupes humains. Et il va considérer que les Africains ont, eux, un tempérament flegmatique. C'est-à-dire qu'il va attribuer aux Africains un tempérament typiquement féminin alors, ouais, et ça va impliquer dans une certaine mesure une hiérarchisation. Et ce tempérament sanguin des Européens, il a pour caractéristique d'être le tempérament parfait depuis Galien. Tempérament parfait, pourquoi ? Parce que c'est le juste milieu. C'est l'équilibre, en tout cas le plus proche de l'équilibre, c'est le plus proche de la santé. C'est le plus proche de l'équilibre entre les 4 humeurs, qui composent le corps. C'est le juste milieu, c'est-à-dire que c'est la définition parfaite de l'homme, voilà, de l'homme vertueux, un juste milieu entre les excès à la fois physiques, pathologiques et moraux, et qui va définir finalement cette masculinité neutre, cette figure neutre de la domination. Alors voilà les éléments de généalogie. Et juste pour conclure sur ce point, l'idée ici, en fait, c'est que on pourrait faire l'hypothèse que, en tout cas, en ce qui concerne la modernité, c'est-à-dire voilà, ce XVIIe siècle, selon l'âge classique, en tout cas, apparaît au sens propre du terme un certain nombre de dispositifs de pouvoir et de discours de légitimation de ces rapports de pouvoir qu'on peut caractériser de modernes parce qu'ils empruntent un certain nombre d'éléments à des critères endogènes de différenciation des individus et des groupes. Et ces critères endogènes, au fond, permettent d'établir un argument qui consisterait à dire c'est parce qu'il y a des différences entre les individus ou entre les groupes et que ces différences sont de nature, donc qu'elles sont en eux, que ça justifie les inégalités sociales, culturelles ou politiques.
Et donc ça, c'est caractéristique de la modernité, mais c'est caractéristique aussi de la construction d'une entité politique qui va devenir hégémonique, qui est celle de la nation, et de la nation, y compris de la nation impériale, c'est-à-dire pas seulement de la nation au sens du territoire métropolitain de la France, par exemple, mais aussi de ses colonies, qui va devoir distinguer à l'intérieur de son empire à la fois des questions, si vous voulez, de citoyenneté, mais à l'intérieur de ces questions de citoyenneté, il ne suffit pas de dire la citoyenneté est liée à un territoire politique. Il va falloir aussi justifier que selon que vous êtes de ce côté de l'Atlantique ou de ce côté de la Méditerranée, vous êtes soit, par exemple, citoyen français, soit sujet de l'Empire. Et ça va, c'est la toute fin évidemment sur la question de la colonisation et de la colonisation à partir de la fin de la seconde moitié du 19e de l'Algérie, mais on retrouve exactement cet argument selon lequel, à un moment donné, au cœur de cette entité politique nationale, certains caractères vont être considérés comme éminemment nationaux, et les personnes à qui on va attribuer ces caractères ou que l'on va prétendre considérer comme incarnant au plus haut point ces caractères, vont porter les distinctions, les déterminations nationales, au sens où on peut considérer, encore une fois, qu'il s'agit de déterminations qui ont trait à la fois à des considérations sexistes et à des considérations de couleur ou des considérations racistes. Alors ça, c'est toute cette problématique de la généalogie. Et je reviens également pour conclure sur le texte de Virginia Woolf qui a été présenté en début de séance. C'est vrai que Virginia Woolf, sur le texte de Trois Guinées, se réfère également à un autre épisode finalement de l'émergence, enfin d'une crise nationale et qui a justifié en fait un certain nombre de discours nationalistes et qui demandait aux femmes de participer à l'effort de la nation. Et c'est vrai que Virginia Woolf va, à la fois dans ce texte, principalement, mais dans toute sa pensée, à essayer de montrer comment l'ensemble de ces considérations ou discours sur à la fois l'effort, la production, enfin le devoir envers la nation, est empreint en fait de considérations sur une bonne féminité, une féminité acceptable, une féminité à encenser, une féminité à protéger, et des féminités, des figures repoussoires en fait de cette féminité qui vont avoir trait à la fois à la domesticité, mais aussi au racisme. Et dans ce cadre-là, Virginia Woolf évidemment va œuvrer pour une émancipation des femmes, dont elle dit que elle va parler au jeu que elle, en tant que femme, son pays est le monde, et qu'en tant que femme justement, elle n'a pas d'appartenance ou elle n'a pas de dépendance ou d'obédience vis-à-vis d'une entité nationale. Et ce qu'elle essaye de pointer ici au fond, c'est que de l'instrumentalisation des femmes dans un certain nombre de discours ou d'épisodes nationalistes, instrumentalisation des femmes et promotion d'une forme de féminité en fait qui a à la fois des déterminations encore une fois de classe, mais aussi des déterminations raciales et des déterminations en termes de normes, de valeurs féminines. Ce que dit Virginia Woolf, c'est que pour faire ça, il faut nécessairement exclure ce qui ne peut pas incarner en fait cette norme nationale. Voilà, je vous remercie de votre attention.